Ils disent à Hollywood que plus le manoir est glamour, plus les secrets derrière ses portes sont sombres. Vieille richesse, décès non résolus et couloirs hantés, ces domaines légendaires ont tout vu. Mais pourquoi tant de stars se sont-elles retrouvées mêlées à des scandales, mystères et malédictions qui leur ont survécu? Ces histoires sont-elles simplement de vieux potins de studio, ou les collines cachent-elles encore quelque chose? Restez dans les parages, car derrière chaque portail de fer et allée sinueuse, il y a une histoire qui refuse d'être oubliée. La maison de plage de Thelma Todd. Un matin brumeux de décembre 1935, le corps de la star comique, Thelma Todd, a été trouvé affaissé dans son garage, au-dessus de son cher café de plage, le moteur toujours en marche. Sa villa de style espagnol à Pacific Palisades avait été le lieu de fête rempli de rires pour l'élite d'Hollywood, jusqu'à ce que sa mort mystérieuse transforme l'endroit en légende. Officiellement, les autorités ont conclu à une intoxication au monoxyde de carbone, mais rien dans la scène n'avait de sens. Todd était vêtu de sa plus belle robe de soirée, ses clés dans le contact, du sang sur les lèvres, et la porte du garage inexplicablement fermée de l'intérieur. Les rumeurs ont immédiatement fusé. Était-ce un accident, un suicide ou, plus scandaleux encore, un meurtre? Tout le monde semblait avoir une théorie. Certains murmuraient à propos de son ex-mari, Pat DiCicco, un homme avec des liens avec la mafia et un tempérament violent. D'autres pointaient vers Lucky Luciano, le gangster notoire qui avait fait pression sur Todd pour autoriser le jeu illégal dans son café. Elle avait refusé, et peu après, elle était morte. Le moulin à rumeurs d'Hollywood s'est emballé, mais la police a rapidement classé l'affaire, pressée de protéger les studios des mauvaises publicités. Le véritable mystère, cependant, demeurait dans la maison elle-même. Les locataires et les propriétaires de cafés, au fil des années, ont rapporté des événements étranges. Des pas désincarnés résonnant à minuit, le son d'une femme sanglotant près du garage, et des endroits froids dans des pièces qui auraient dû être chaudes sous le soleil de Californie. Certains prétendaient entendre le moteur tourner, même en l'absence de voiture. Des décennies plus tard, des enquêteurs du paranormal passeraient des nuits à l'intérieur, espérant apercevoir l'esprit agité de Thelma en quête de justesse. Que la tragédie soit le produit des secrets les plus sombres d'Hollywood ou simplement un accident étrange, la maison de plage reste un aimant pour les chasseurs de fantômes, les passionnés de faits divers et tous ceux attirés par le glamour envoûtant et le danger de l'âge d'or du Hollywood d'autrefois. Le manoir maudit de Benedict Canyon, de Jean Harlow. Jean Harlow, la première blonde platine iconique, s'est installée dans un somptueux manoir à Benedict Canyon au début des années 1930, tout juste mariée et au sommet de sa gloire. Mais presque dès son arrivée, les événements ont commencé à se dégrader de manière qu'Hollywood n'aurait même pas pu scénariser. Son mari, le producteur de la MGM Paul Bern, a été trouvé mort quelques semaines après leur mariage, avec une blessure par balle à la tête. Bien que le studio ait qualifié cela de suicide, des rumeurs persistaient selon lesquelles Bern avait été assassiné par un ex-amant éconduit, un homme de main du studio, voire par Harlow elle-même. Le scandale a fait la une des journaux, entachant à jamais la réputation du manoir. Ce qui s'est passé ensuite n'a fait qu'approfondir la légende d'une malédiction. Jean Harlow est parti, mais la tragédie l'a suivi. Hélas morte subitement à 26 ans. Certains disent d'une insuffisance rénale, d'autres soupçonnant un cœur brisé, ou quelque chose de plus sinistre. La demeure elle-même n'a pas échappé à sa série de malheurs. La maison est passée à de nouveaux propriétaires, mais sa sombre réputation est restée. À la fin des années 1960, le coiffeur de célébrité Jay Sebring et l'actrice Sharon Tate y ont emménagé. À plusieurs reprises, Tate a affirmé avoir vu un petit homme fantomatique et effrayant dans le couloir, une vision qu'elle a plus tard décrite comme glaçante. Moins de 2 ans plus tard, Tate a été brutalement assassiné par la famille Manson dans une autre maison. Mais son association avec la maison Harlow n'a fait qu'alimenter les rumeurs selon lesquelles l'endroit était maudit. Les voisins signalent encore des vents froids, tourbillonnant à travers les canyons lors de nuits sans vent, et des ombres étranges passant devant les fenêtres. Certains disent que le manoir est hanté, non par une, mais par 2 âmes perdues d'Hollywood, Bern et Harlow, à jamais liées par la tragédie. D'autres rejettent cela comme une coïncidence, mais la légende perdure. Pour beaucoup, la maison est l'ultime conte de mise en garde. La preuve qu'à Hollywood, même un palais peut devenir une prison et que le glamour cache parfois les plus sombres secrets. Le domaine Houdini. Niché dans les collines sinueuses de Laurel Canyon, se trouvent les ruines de ce que les habitants appellent encore
tout le domaine Houdini, un manoir à jamais lié au plus célèbre artiste de l'évasion, même si Harry Houdini lui-même ne l'a jamais officiellement possédé. Houdini y a toutefois passé beaucoup de temps dans les années 1920, attiré par son intimité et sa réputation de passages secrets et de tunnels souterrains. Le domaine est devenu légendaire, non seulement pour ses fêtes et ses invités célèbres, mais aussi pour la sensation que quelque chose, quelqu'un, observait toujours depuis les ombres. Après la mort de Houdini, la maison est devenue un aimant pour le bizarre et le surnaturel. Les habitants affirmaient que le domaine était hanté, prétendant voir la silhouette de Houdini arpenter les lieux, cherchant une sortie de l'au-delà comme il le faisait autrefois avec des chaînes et des camisoles de force. La légende devint encore plus étrange, après qu'un incendie dévastateur en 1959 réduisit le manoir en cendres, ne laissant que des fondations en pierre et les tunnels désormais célèbres. Les enquêteurs paranormaux ont influé sur le site, enregistrant des lumières vacillantes, des zones froides et même des voix chuchotées. Certains croient que Houdini, qui a passé une grande partie de sa vie à discréditer les médiums frauduleux, a laissé son esprit derrière lui, essayant toujours de résoudre le plus grand mystère de tous. Que se passe-t-il après la mort? Au fil des années, le domaine est devenu un rite de passage pour les chasseurs de fantômes et les initiés d'Hollywood en quête de sensations fortes. Certains jurent que les tunnels sont toujours là, serpentant sous les ruines, cachant des secrets que seul Houdini pourrait révéler. Aujourd'hui, le site est occasionnellement utilisé pour des tournages et des fêtes somptueuses, mais le sentiment de magie et de menace n'a jamais vraiment disparu. Que vous croyiez ou non que le domaine est hanté, une chose est certaine. Il reste l'un des monuments les plus étranges de Los Angeles. Une scène en ruine pour un homme qui a fait carrière en défiant l'impossible. Et un aimant pour tous les amateurs de mystères de la ville. Cachette du Rapac, de Frank Sinatra. Cachée dans les replis du désert de Palm Springs, la légendaire propriété de mi-siècle de Frank Sinatra, Twin Palms, était le théâtre de bien plus que des soirées mondaines étoilées et des séances de piano tard dans la nuit. Pour les étrangers, c'était un repère de célibataires animés où le Rat Pack, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford et leur entourage faisaient la fête comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais pour ceux qui fréquentaient ces couloirs élégants et ces bars près de la piscine, le manoir était un carrefour où les plus grandes stars d'Hollywood côtoyaient les ombres du crime organisé. On disait que la maison de Sinatra servait aussi de lieu de réunion secret pour des gangsters notoires et des intermédiaires politiques. Des histoires circulaient sur des affaires conclues dans les arrière-salles et des disputes qui se terminaient par une menace subtile, non par un toast. Certains murmuraient que le téléphone de Sinatra était sur écoute par le FBI qui soupçonnait ses invités de maison de planifier plus que le prochain spectacle à Las Vegas. La frontière entre la royauté hollywoodienne et le monde souterrain s'estompe avec chaque dernier verre. Mais ce n'était pas seulement les vivants qui laissaient leur empreinte. Après des disputes animées, des objets disparaissaient. Des boutons de manchette disparaissaient des commodes. Des jetons de poker réapparaissaient quelques jours plus tard, dans des endroits étranges. Et plus d'un invité a juré avoir vu des silhouettes ombragées glisser dans le couloir, longtemps après la fin de la fête. Quelques-uns ont même affirmé que Sinatra lui-même avait entendu des pas résonner à travers des pièces vides et senti un froid dans l'air lorsqu'il discutait affaires avec ses amis moins recommandables. Les histoires ont persisté longtemps après que Sinatra a vendu la propriété. Les visiteurs modernes affirment que la maison dégage une énergie inquiétante, surtout près du piano où Frank a jeté une bouteille après une violente dispute. Certains disent que les fantômes ne sont rien de plus que les échos de fêtes déchaînées et de liaisons dangereuses. D'autres croient que Twin Palms est à jamais hanté par les secrets qu'il a autrefois abrités, où glamour, cupidité et danger dansaient ensemble à huis clos. Greystone Mansion. Perché au-dessus de Beverly Hills, Greystone Mansion est une merveille de grandeur gothique. 40 pièces, des escaliers cachés, des jardins étendus et assez de drames pour remplir une douzaine de films. Mais derrière sa façade ornée se cache l'un des crimes les plus effrayants et non résolus d'Hollywood, le meurtre-suicide en 1929 de l'héritier pétrolier Ned Doheny et de son ami proche et assistant Hugh Plunkett. L'histoire ressemble à un scénario de film noir. Par une nuit de février, des coups de feu ont retenti dans une chambre d'amis. Ned Doheny a été retrouvé mort. Son corps étendu près de la cheminée, tandis que Plunkett gisait à proximité, un pistolet à ses côtés. Officiellement, la police a attribué cela à la dépression nerveuse de Plunkett.
Il aurait tué Doheny, dans un accès de rage, avant de retourner l'arme contre lui-même. Mais presque immédiatement, des rumeurs de dissimulation ont balayé Los Angeles. La famille Doheny était l'une des plus riches de la ville, et leur connexion atteignait le sommet du pouvoir politique. Des chuchotements d'affaires secrètes, de chantage et de trahison commerciale ont rapidement suivi. Était-ce vraiment un crime passionnel ou un acte orchestré pour protéger le nom de la famille? Des détails étranges, une infirmière disparue, des témoignages contradictoires et des funérailles précipitées n'ont fait qu'approfondir le mystère. Au fil des décennies, le manoir Greystone est devenu célèbre pour ses apparitions fantomatiques. Les agents de sécurité et le personnel d'entretien signalent des lumières qui s'allument dans des pièces verrouillées, des pas fantômes sur les sols en marbre et des rafales d'air froid dévalant des couloirs sans fenêtres. Certains disent que les esprits de Doheny et Plunkett recherchent encore la justice, éternellement emprisonnés dans le labyrinthe de secrets du manoir. D'autres voient Greystone comme un monument de la capacité d'Hollywood à cacher ses vérités les plus sombres derrière la beauté et l'opulence. À ce jour, le domaine est ouvert pour des visites et des tournages de films, mais la nuit, peu osent s'y aventurer seuls. La maison hantée de Beverly Hills de Lucille Ball. Lucille Ball, la dynamo rousse de la télévision et le cœur indomptable de I Love Lucy, a appelé Beverly Hills son chez-soi pendant le sommet de sa carrière et après. Sa maison, entourée de palmiers ondulants et de jardins luxuriants, semblait être bien loin du chaos du showbiz. Mais après la mort de Lucy en 1989, le manoir a acquis une nouvelle réputation, qui avait peu à voir avec le rire et tout à voir avec l'inexpliqué. En quelques mois, les nouveaux propriétaires et leurs invités ont commencé à signaler des phénomènes bizarres. Le plus courant, le son indubitable du rire résonnant dans les couloirs vides, comme si Lucy elle-même riait encore d'une blague parfaitement synchronisée. Des pas résonnaient sur les sols tard dans la nuit et les ampoules vacillaient ou éclataient sans raison. Un incident est devenu une légende locale. Une visiteuse a regardé dans un miroir du couloir et, l'espace d'un instant, a affirmé voir un reflet de la silhouette célèbre de Lucy, avec ses cheveux roux et tout. Les ouvriers amenés pour rénover la propriété ont décrit des phénomènes étranges, des outils disparus, des radios s'allumant et s'éteignant, et une brise froide traversant même les après-midi les plus chauds d'été. Certains mettaient cela sur le compte des nerfs ou du pouvoir de suggestion, mais tout le monde n'était pas convaincu. La connexion émotionnelle de Lucy à sa maison et sa légendaire détermination à toujours être en scène ont amené beaucoup à croire que son esprit persistait, décidé à ne manquer aucune réplique. Même des décennies plus tard, des fans passent parfois en espérant apercevoir quelque chose ou entendre le fameux rire. Alors que les sceptiques rejettent ces histoires comme du folklore hollywoodien classique, d'autres jurent que la plus grande reine de la comédie veille toujours, répétant sans cesse pour un public juste hors de vue. À Beverly Hills, même la mort ne peut empêcher une véritable star de monter sur scène. Pickfair. Lorsque Mary Pickford et Douglas Fairbanks ont acheté leur vaste domaine à Beverly Hills en 1919, ils l'ont nommé Pickfair et l'ont rapidement transformé en le manoir le plus légendaire d'Hollywood. Avec ses salles palatiales, ses salles de bal drapées de velours et ses boiseries en chêne anglais importé, Pickfair n'était pas seulement une maison, c'était l'épicentre de la royauté hollywoodienne des débuts. La liste des invités était en or pur. Charlie Chaplin, Albert Einstein, le duc et la duchesse de Windsor. Aucun autre manoir ne représentait le glamour, le pouvoir et le privilège comme Pickfair. Mais sous le vernis étincelant, Pickfair était un palais de secrets et de tourments. Au fil des années, le mariage entre Pickford et Fairbanks s'est détérioré derrière ces murs majestueux. Pickford, autrefois la chérie de l'Amérique, luttait contre la dépression et l'addiction. Son image rayonnante s'estompant à mesure que les fêtes devenaient plus rares et les silences plus longs. Fairbanks, pour sa part, était souvent absent, voyageant et soupçonné d'avoir des liaisons. Les amis murmuraient que leur somptueuse demeure était davantage hantée par la solitude et le regret que par un quelconque fantôme. Après leur divorce, Pickfair a changé de main plusieurs fois. L'actrice Pia Zadora a acheté le domaine dans les années 1980 et, à l'horreur de Hollywood, a démoli le manoir historique. Elle a invoqué des dommages irréparables causés par des termites, mais les rumeurs ont rapidement circulé qu'elle l'avait démoli à cause de troubles fantomatiques. Zadora elle-même a affirmé que la propriété était hantée par l'esprit d'une femme, que l'on croyait être
Un serviteur au cœur brisé qui est mort sur le domaine des décennies auparavant. Les portes claquaient toutes seules, les lumières vacillaient, et des points froids glaçants affectaient certaines pièces. Les invités juraient avoir entendu des pas, dans des couloirs déserts, et le bruit lointain d'une femme pleurant. Aujourd'hui, seuls des fragments de l'original Pickfair subsistent, mais sa réputation de glamour et de tragédie perdure. Il se dresse comme un symbole de la façon dont les rêves les plus grandioses d'Hollywood peuvent tourner au vinaigre, et comment les maisons les plus opulentes abritent parfois les secrets les plus profonds. Le manoir de Mulholland d'Errol Flynn. Errol Flynn, la star des films de cap et d'épée comme Captain Blood et les aventures de Robin des Bois, était aussi célèbre pour ses escapades hors écran que pour ses prouesses à l'écran. Sa maison sur Mulholland Drive est devenue un symbole de l'excès hollywoodien des années 1930 et 40, un domaine où les fêtes étaient folles, les invités infâmes et les rumeurs encore plus extravagantes. La demeure de Flynn était perchée en haut des collines d'Hollywood, offrant des vues panoramiques et, surtout, une intimité totale. Elle est devenue célèbre pour ses rassemblements débauchés, où Flynn, ses amis et une distribution tournante de starlets, de mafieux et d'amateurs de sensations fortes faisaient la fête jusqu'au lever du soleil. Les tabloïds l'ont surnommé « un repère de débauche », et Flynn lui-même n'a guère dissipé les rumeurs. Il a dit célèbrement « J'aime mon whisky vieux et mes femmes jeunes », et il semblait que le manoir était conçu pour satisfaire ces deux goûts. Mais le véritable mystère se cachait sous terre. On disait que la propriété de Flynn abritait un réseau de tunnels secrets, vestige des jours de contrebande de l'époque de la Prohibition. Selon la légende locale, ces tunnels menaient à des propriétés voisines et à des sorties secrètes, permettant aux invités de s'échapper inaperçus si la police venait frapper, ou si un scandale indiscret nécessitait un prompt étouffement. Certains murmuraient même que des gangsters utilisaient les tunnels pour déplacer des marchandises de contrebande ou se cacher pendant les années les plus folles d'Hollywood. Après la mort de Flynn, les propriétaires suivants ont découvert d'étranges éléments architecturaux, des portes scellées, des passages mystérieusement murés et des caves avec des serrures étranges. Des enquêteurs paranormaux ont signalé des chutes soudaines de température, le son de rires lointains et des pas fantomatiques résonnant dans les murs. Était-ce l'esprit d'Errol Flynn à la recherche d'une dernière aventure, ou simplement les échos de fêtes interminables et de secrets jamais destinés à être découverts? À ce jour, le passé du manoir est une légende d'Hollywood, où plaisir, danger et mystère se rencontrent sous les collines illuminées par la lune. Le repère gothique de Bela Lugosi. Bela Lugosi, à jamais gravé dans l'histoire en tant que comte Dracula, a apporté une menace surnaturelle à Hollywood, tant à l'écran qu'en dehors. Sa maison hollywoodienne, un manoir sombre et crénelé dans les collines, était aussi dramatique que l'homme lui-même. Avec ses couloirs ombragés, ses lourds rideaux de velours et ses salons éclairés à la bougie, la maison semblait tout droit sortie d'un roman gothique. Les habitants chuchotaient que Lugosi avait choisi le manoir parce qu'il lui rappelait sa patrie hongroise, et peut-être, disaient certains, parce qu'il semblait également hanté. Les rumeurs ne firent que s'intensifier après la mort de Lugosi. Les résidents et les visiteurs commencèrent à rapporter des expériences troublantes. La nuit, des lumières étranges vacillaient dans les fenêtres du haut, et les voisins affirmaient entendre des chuchotements étrangers, parfois en hongrois, flottant depuis des pièces vides. La légende la plus persistante était que l'esprit de Lugosi revenait sous la forme d'une chauve-souris, vue tournant autour de la maison au crépuscule, avant de disparaître dans l'ombre. Un récit particulièrement inquiétant impliquait un invité, qui s'éveilla en pleine nuit avec la sensation d'être observé. En levant les yeux, il aurait vu une sombre silhouette capée se tenir au pied de son lit, pour ensuite se dissoudre en brume lorsqu'il a crié. D'autres ont décrit des courants d'air froid, des portes qui s'ouvrent et se ferment sans explication, et la faible odeur de l'eau de Cologne préférée de Lugosi flottant dans les couloirs. Même aujourd'hui, le manoir attire les amateurs d'horreur et les curieux. Les propriétaires ultérieurs ont essayé de rejeter les récits, mais les histoires ont persisté. Était-ce simplement un cas d'imagination hollywoodienne débridée, ou le roi des morts vivants a-t-il vraiment laissé une empreinte sur sa maison mortelle? Pour les vrais croyants, le repère de Lugosi reste un endroit où la frontière entre la fantaisie et la réalité est aussi ténue qu'une ombre à minuit. Château Marmont. Perché au-dessus de Sunset Boulevard, comme un château gothique, le Château Marmont n'est pas seulement un hôtel. C'est un
Manoir construit pour le scandale, le secret et l'histoire d'Hollywood. Depuis son ouverture en 1929, le château a attiré les riches, les célèbres et les troublés, se forgeant une réputation à la fois de terrain de jeu et de cimetière pour l'élite de l'industrie. Sa devise: si vous devez avoir des ennuis, faites-le au château Marmont, s'est révélé prophétique à maintes reprises. Dans ces salles légendaires, des liaisons ont fleuri, des mariages se sont effondrés, et certains des épisodes les plus notoires d'Hollywood se sont déroulés. Greta Garbo a broyé du noir dans sa suite pendant des jours. Howard Hughes a espionné les actrices depuis les fenêtres du penthouse, et Jim Morrison a failli mourir après s'être balancé depuis un balcon. Pourtant, les murs du château renfermaient des secrets encore plus sombres. John Belushi est mort d'une overdose dans le bungalow 3, renforçant l'aura tragique du manoir. D'autres ont parlé de sauteurs, des invités qui ont sauté ou sont tombés des fenêtres, leurs histoires chuchotées et à moitié oubliées. Mais c'est le sentiment persistant d'étrangeté qui persiste. Les femmes de chambre parlent de zones froides dans des chambres non rafraîchies par la climatisation, et les invités rapportent se réveiller au son de voix étouffées ou voir des ombres filer à la périphérie de leur vision. Certains prétendent se sentir observés lorsqu'ils parcourent les couloirs sinueux la nuit, les fantômes de stars qui ont refusé de quitter la seule maison qui comprenait leurs besoins de secret. Même ces dernières années, le château a été un refuge pour ceux cherchant à échapper aux paparazzi ou à se soustraire aux retombées des scandales. L'élégance fanée du bâtiment et son personnel discret permettent aux célébrités de disparaître, parfois dans l'infamie, parfois dans la légende. Pour beaucoup, le château Marmont reste le symbole ultime du glamour décadent et hanté de Hollywood, un endroit où chaque porte pourrait s'ouvrir sur une histoire d'amour, une tragédie ou un secret mieux gardé dans l'obscurité. Howard Hughes et les bungalows du Beverly Hills Hotel. Howard Hughes, le milliardaire aviateur excentrique, producteur de films et reclus, est devenu aussi légendaire pour sa paranoïa que pour son génie des affaires. Dans les années 1940 et 50, les bungalows privés du Beverly Hills Hotel devinrent la scène de son assignation à résidence volontaire. Hughes ne se contentait pas de séjourner à l'hôtel, il le dominait. Il louait plusieurs bungalows, installait sa propre sécurité, et achetait même des étages entiers pour garantir sa vie privée. Hughes se retranchait pendant des semaines, communiquant seulement par des notes écrites glissées sous les portes. Le personnel le voyait rarement, sauf lors d'aperçus occasionnels de sa silhouette non rasée se déplaçant dans les couloirs, des boîtes de mouchoirs sur les pieds pour éviter les microbes. L'hôtel est devenu une forteresse avec des gardes postés discrètement et des livraisons effectuées à des heures inhabituelles. La rumeur disait que Hughes gardait des dossiers sur chaque employé et invité, suivant leurs mouvements, conversations et trahisons suspectées. Personne ne pouvait dire où s'arrêtait son génie et où commençait sa folie. Mais les histoires les plus étranges concernaient les obsessions croissantes de Hughes. Les femmes de ménage décrivaient entrer dans des chambres si obscurcies que les horloges cessaient de fonctionner, trouvant de la nourriture non consommée pourrissant sur des plateaux ou voyant des piles de notes griffonnées avec des instructions cryptiques. Il s'est obsédé par la courbure des cuillères, l'emplacement des meubles et la pureté des bouteilles de lait, exigeant parfois que des livraisons entières soient remplacées à cause d'un défaut perçu. Ceux qui s'attirèrent sa colère pouvaient se retrouver soudainement interdits de propriété, leurs carrières en ruine. Après le départ définitif de Hughes, le personnel a rapporté un étrange silence persistant dans les bungalows, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Quelques-uns ont affirmé entendre le craquement des planches du sol la nuit, ou apercevoir une ombre émaciée glisser derrière les rideaux tirés. Pendant des décennies, les invités et les employés ont échangé des histoires sur le résident le plus insaisissable de l'hôtel, preuve que parfois, les récits les plus étranges se déroulent non pas dans des palais, mais dans les cages dorées que nous construisons pour nous-mêmes. Carole Lombard's Hollywood Hills. Carole Lombard, adorée pour son esprit brillant et son charme loufoque, faisait partie du couple d'or d'Hollywood avec Clark Gable. Les deux partageaient une retraite sur les collines de Hollywood, un sanctuaire face aux pressions des studios où le rire résonnait sur les patios baignés de soleil. Mais la tragédie a frappé en 1942 lorsque Lombard est morte dans un accident d'avion en revenant d'une tournée de bons de guerre. Gable était dévasté et leur maison s'est transformée du jour au lendemain d'un havre d'amour en un sanctuaire marqué par le deuil. La maison, perchée au-dessus des routes sinueuses des canyons, a rapidement acquis une réputation d'événements spectraux.
Après la mort de Lombard, les visiteurs ont rapporté la faible odeur de son parfum floral préféré flottant dans les pièces vides et des rires doux persistant dans les couloirs. Les voisins parlaient d'une figure lumineuse entrevue sur le balcon, toujours hors de portée, disparaissant dans la nuit. Même Clark Gable, le cœur brisé, aurait visité la maison tard dans la nuit, après les funérailles. Certains prétendent qu'il sentait sa présence si fortement qu'il lui parlait à voix haute dans les pièces vides, refusant de lui dire au revoir. Au fil des ans, alors que de nouveaux propriétaires s'installaient, les histoires persistaient. Les entrepreneurs signalaient des zones froides et des lumières vacillantes chaque fois que les rénovations perturbaient la structure originale. Au crépuscule, certains affirmaient entendre une voix de femme, chaleureuse et joyeuse, résonner depuis le patio, où Gable et Lombard recevaient autrefois. Pour les fans, c'est un lieu hanté, non pas par la tragédie, mais par la dévotion, preuve que l'amour laisse une empreinte et que certains liens ne se rompent pas, même dans la mort. Le refuge Lombard Gable reste l'une des adresses les plus poignantes du vieux Hollywood. Plus qu'un manoir, il se dresse comme un témoignage d'amour, de perte et de l'espoir persistant que peut-être, quelque part dans l'ombre, le rire de deux des plus grandes stars d'Hollywood résonne encore sur les collines. La maison familiale hantée, d'Ozzie et Harriet Nelson. Pendant des décennies, la maison hollywoodienne d'Ozzie et Harriet Nelson était l'image même de l'Amérique traditionnelle. Tout comme leur émission télévisée à succès, Les aventures d'Ozzie et Harriet. Derrière la porte d'entrée, cependant, se cachait une histoire bien plus étrange que n'importe quel scénario de sitcom. Après la mort d'Ozzie en 1975, la maison a acquis la réputation d'être l'une des adresses les plus discrètement hantées d'Hollywood. Famille, amis et même des sceptiques se trouvaient troublés par les signes subtils mais persistants que quelqu'un ou quelque chose n'avait jamais vraiment quitté les lieux. Les voisins furent les premiers à remarquer les bizarreries. La musique flottant depuis des pièces vides, l'arôme familier des cigares d'Ozzie se répandant dans l'air, et la sensation d'être observé, notamment dans le salon où il écrivait des scénarios et planifiait des épisodes. Certains visiteurs juraient avoir aperçu fugitivement la silhouette d'Ozzie se déplaçant dans le couloir ou entendu le léger bruit de pas lorsque la maison était calme. Même après le départ de Harriet, les locataires et propriétaires ont rapporté qu'une énergie calme, presque protectrice, demeurait, une qui semblait moins menaçante que nostalgique. Mais les phénomènes ne se sont pas arrêtés à de simples sons ou odeurs. Les équipes de rénovation ont décrit des outils disparaissant et réapparaissant à des endroits étranges. Les radios s'allumaient toutes seules, diffusant souvent des classiques de l'époque des Nelson. Certaines nuits, des ombres semblaient vaciller, juste hors de vue, et les animaux refusaient d'entrer dans certaines pièces. Les passionnés de paranormal, attirés par les histoires, rapportaient parfois une hausse d'activité lorsqu'ils tentaient de communiquer avec la présence bienveillante de la maison. Pour beaucoup, la maison des Nelson est plus un portail vers une époque révolue qu'un manoir hanté au sens classique du terme. Un lieu où l'esprit réconfortant d'Hollywood d'antan persiste, rappelant aux visiteurs que toutes les histoires de fantômes ne sont pas tragiques. Parfois, le passé reste simplement parce qu'il refuse de se détacher de la joie qu'il a autrefois connue. Le manoir de Jack Warner à Beverly Hills. Jack Warner, le patron impitoyable derrière Warner Brothers, a construit son manoir à Beverly Hills pour impressionner et dissimuler. Au milieu des grands halls et des jardins somptueux, Warner avait un secret. Une planque cachée, enfouie sous le domaine, réputée pour avoir accueilli des fêtes illégales pendant la Prohibition et des réunions privées bien après. Le bar du sous-sol, accessible par un panneau déguisé dans la bibliothèque, était censé être approvisionné en alcool de contrebande et réservé aux dirigeants de studio les plus puissants et infâmes d'Hollywood, aux stars, aux politiciens et aux mafieux occasionnels. L'air de secret de la maison ne fit que s'approfondir, après que des murmures se soient répandus au sujet de la fortune disparue de Warner. Selon la légende, Warner, toujours obsédé par le contrôle, cachait de grandes sommes d'argent, des pièces d'or et des souvenirs du studio dans des coffres-forts dissimulés à travers la maison, les déplaçant parfois lorsqu'il pressentait une trahison ou des ennuis. Après sa mort, les membres de la famille et les propriétaires suivants ont affirmé avoir trouvé des plans étranges, des murs faux et des coffres-forts sans clé. Une rumeur persistante insiste qu'une partie de la fortune de Warner reste cachée quelque part sur la propriété, attendant d'être découverte par une personne chanceuse ou astucieuse. Mais ce ne sont pas seulement les richesses qui suscitent la curiosité. Les invités ont décrit avoir entendu des éclats de rire bruyants et le tintement de verre résonnant depuis l'ancien Spur.
Même après avoir été isolé, le speakeasy a continué d'inquiéter. Le personnel a signalé des portes claquant à des heures inhabituelles et la sensation persistante d'être observé, en particulier dans la bibliothèque et le sous-sol. Certains croient que la volonté de faire de Warner et son amour pour l'intrigue ont ancré son esprit, patrouillant à jamais son empire privé. Pour les chasseurs de trésors et les historiens d'Hollywood, le Warner Mansion reste un puzzle irrésistible, une relique glamour bâtie sur des secrets, où le passé n'est jamais complètement révolu, et où un dernier secret pourrait encore attendre sur les murs. La Villa de Groucho Marx. Groucho Marx, le comédien à la langue acérée dont l'esprit a façonné une époque, vivait dans une villa de style méditerranéen à Beverly Hills, bien moins voyante que celle de nombreux de ses pairs. Pourtant, après sa mort en 1977, la maison est devenue un aimant pour des événements étranges, aucun n'étant plus approprié pour Groucho qu'une série de farces fantomatiques. Propriétaires et visiteurs décrivaient des éclats de rire inexpliqués, résonnant dans les pièces vides, et l'arôme indubitable des cigares de Groucho flottant dans l'air à des heures improbables. Certains ont signalé des pannes électroniques chaque fois qu'ils tentèrent de retirer les souvenirs de Groucho, et des portes se verrouillant d'elles-mêmes, avec une force obstinée, presque malicieuse. Une histoire favorite concerne un invité qui a tenté de redécorer le bureau, mais a trouvé les lumières clignotantes et une voix faible murmurant l'un des traits d'esprit caractéristiques de Groucho. « Je n'oublie jamais un visage, mais dans votre cas, je serais heureux de faire une exception. » À plus d'une occasion, des propriétaires ont affirmé voir l'ombre d'un homme portant des lunettes et une moustache en maquillage passer devant la bibliothèque et disparaître lorsqu'on s'approchait. Les voisins disent que l'énergie dans la maison change tard dans la nuit, comme si les murs eux-mêmes répétaient pour un rappel. Les enquêteurs paranormaux ont enregistré des pics d'activité autour de l'anniversaire de Groucho, avec des rires et de vieux airs de jazz provenant du bureau. Que ce soit le résidu de décennies de comédie ou quelque chose de plus surnaturel, la villa reste une exception ludique parmi les maisons hantées de Hollywood. Pour les fans comme pour les sceptiques, la maison de Groucho rappelle que parfois, les esprits les plus drôles sont ceux qui refusent de prendre l'au-delà ou quoi que ce soit d'autre trop au sérieux. Dans une ville construite sur l'illusion, sa présence se ressent autant dans une réplique parfaitement synchronisée que dans une ombre dans le couloir, gardant ainsi le spectacle toujours vivant. Certains disent qu'un manoir hollywoodien n'est que briques et mortier, mais dans ces collines, les murs se souviennent de tout. Rires fantomatiques, fortunes disparues, et scandales qui n'ont jamais vraiment fait la une. Chaque manoir détient sa propre bobine privée, de secrets résonnant des histoires que ses propriétaires ont tenté d'oublier. Peut-être est-ce pourquoi ces lieux attirent encore des regards curieux et des rêveurs agités. Dans le vieux Hollywood, la vérité est rarement simple, et chaque manoir rappelle que certaines légendes sont trop extravagantes pour être mises au repos.